Bonjour. Donc, on continue notre quête de la physiopathologie de la dénutrition avec maintenant le mécanisme de l'agression. Qu'est-ce que c'est l'agression? C'est tout événement qui va déséquilibrer l'équilibre de l'organisme et qui va entraîner une réponse de l'organisme pour viser à rétablir l'équilibre. Tous les mécanismes de l'agression sont communs, que l'agression ce soit un camion qui vous écrase ou une infection ou une chirurgie. Alors, dans la réponse à l'agression, il y a 3 phases, si on regarde ce qui se passe en termes de dépense énergétique de l'organisme. Une première phase où il va y avoir, juste après l'agression, une phase de sidération, où il n'y a pas d'hypermétabolisme, et à ce moment-là, l'organisme commence à se mettre en route pour mobiliser les réserves. Et après, cette mobilisation se manifeste par un hypercatabolisme avec une augmentation très importante de la dépense énergétique. Et enfin, une phase de convalescence où petit à petit l'hypercatabolisme diminue et l'anabolisme, c'est-à-dire la capacité de synthèse, survient et c'est la phase de réparation tissulaire. Alors en termes hormonaux, si on regarde ce qui se passe là, vous avez un petit modèle de tonte d'un mouton où on voit qu'ils ont un pic de sécrétion au moment de la tonte très important de catécholamine, adrénaline, noradrénaline et glucocorticoïdes. Alors le métabolisme énergétique augmente au moment de l'agression. Les mécanismes sont multiples. Les hormones sont du stress, donc les catécholamines sont un des éléments essentiels. Mais vous voyez aussi qu'il y a des cytokines, en particulier le tumeur necrosis factor alpha, qui est un médiateur de l'inflammation, qui est très fréquemment impliqué, que ce soit dans des inflammations d'origine tumorale ou non tumorale. L'agitation du patient, des modifications métaboliques, on a vu tout à l'heure la néoglucogénèse qui va être augmentée en phase d'agression, la douleur, la fièvre, éventuellement des médicaments. Donc de très nombreux facteurs concourent à une augmentation de la dépense énergétique. Ces augmentations de la dépense énergétique, elles peuvent être assez importantes. Donc sur une chirurgie réglée, ça va être de l'ordre de 10% de la dépense, mais ça peut augmenter à 30-40% pour un traumatisme sévère, 50% pour un sepsis, et puis jusqu'à plus de 100% dans le cas de grands brûlés, dépendant évidemment de la surface brûlée. Alors, l'augmentation de la dépense énergétique, elle dépend du type d'agression. Alors, en temps normal, la dépense énergétique est corrélée à la masse maigre, c'est-à-dire à la masse protéique, c'est-à-dire tout ce qui est masse non grasse, c'est-à-dire les organes, les muscles. Et c'est pour ça que dans un des premiers cours, vous avez vu qu'il fallait donner un nombre de calories au patient en fonction de son poids, de l'ordre de 30 kcal par kilo et par jour. Mais en situation d'agression, on perd cette corrélation parce que c'est le poids de l'agression qui devient le facteur prédominant qui détermine la dépense énergétique. Alors si jamais on veut savoir la dépense énergétique, on est obligé de faire une méthode de mesure de la dépense énergétique qui s'appelle une calorimétrie indirecte, qui consiste à mesurer la consommation d'oxygène et la production de CO2, puisque on mange pour pouvoir faire de l'ATP, et nos mitochondries consomment de l'oxygène, produisent du CO2, donc de façon indirecte, on est capable de calculer la dépense d'énergie. Ça reste une méthode utilisée en situation grave dans quelques centres. Alors, les mécanismes qui vont être impliqués dans l'agression, je vous ai parlé pas mal des hormones, les cytokines, les hormones de stress, mais il y a aussi la voie nerveuse, hein, donc il y a des nocirécepteurs, les récepteurs à la douleur. Donc ça, quand on mesure les malades justement en dépense énergétique, dès qu'on leur fait ne serait-ce qu'une prise de sang, on voit monter la dépense énergétique. Il y a des récepteurs à la pression, des barorécepteurs qui vont être activés en fonction de la volémie. Dès qu'on est en hypotension, ils vont être activés. Et puis des récepteurs chimiques en fonction de est-ce qu'on est en acidose ou pas, par exemple. Et ça va activer d'une part l'axe hypothalamo-hypophysaire avec une sécrétion de cortisol et l'axe du système nerveux sympathique avec la sécrétion de catécholamine. Un des facteurs communs qui va être amené par
le syndrome de l'agression, c'est l'insulinorésistance. Et on en a déjà parlé, ça va être un facteur qui va nuire à l'adaptation du patient au jeûne, et d'où l'importance de le nourrir dans ces situations-là. L'insulinorésistance, elle a quand même probablement un bénéfice, c'est-à-dire qu'elle permet la redistribution des substrats énergétiques vers les sites agressés plutôt que vers des muscles. Ça va envoyer toutes les protéines vers le site brûlé, par exemple, pour que ça cicatrise, plutôt que d'envoyer les protéines dans les muscles pour être stockées. Donc il y a une finalité probablement à cette insulinorésistance, mais c'est quand même délétère pour le patient de perdre tous ses muscles. Alors on voyait tout à l'heure que dans le fait d'avoir une insulinorésistance, ça va entraîner un blocage de la cétogénèse, hein, puisque il faut une insuline basse pour produire des corps cétoniques. Ça a une influence importante chez des patients qui peuvent être obèses ou en surpoids, qu'on va mettre à jeun et qui sont agressés. Hein, souvent, on voit un malade dans un lit, il est en obésité, donc on se dit, ça va, il n'y a pas besoin de lui mettre de nutrition artificielle, même s'il ne mange pas, il a de la réserve. Mais en fait, il a de la réserve de graisse, il n'a pas de réserve de muscle. Et comme le tissu adipeux ne peut pas produire de glucose, et qu'en situation d'agression, il ne peut pas non plus produire de corps cétonique, le cerveau, lui, il a quand même besoin de glucose, et il va le chercher dans les muscles. Donc notre malade obèse va se retrouver à perdre de la masse maigre du muscle et pas de tissu adipeux. Donc en fait, un obèse qui est agressé, il doit être en nutrition artificielle, parce que sinon il va se retrouver dénutri, et on peut avoir une vraie malnutrition avec une perte de la masse musculaire alors qu'on a gardé une masse grasse élevée. Donc on peut être un obèse dénutri. Donc ça, c'est important. En conclusion, je vous rappelle l'importance chez un patient agressé de prendre une collation glucidique dans la soirée, ce qui permet de limiter la durée du jeûne nocturne et donc d'éviter le métabolisme de jeûne accéléré. Important également de prendre un petit déjeuner pour toujours limiter la durée du jeûne. Et chez un patient opéré, des glucides 2 heures avant l'opération en boisson pour que la mélange gastrique se fasse, mais qui permettent de diminuer l'insulinorésistance post-opératoire, et réalimentation dès le lendemain, voire le soir même. Et si on ne peut pas nourrir le patient, nutrition artificielle dès que possible pour éviter un jeûne qui peut être délétère sur le plan métabolique. Voilà, dans une prochaine vidéo, nous commencerons à voir quelle est la sémiologie de la dénutrition. Merci.